Bonjour, merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui. Je suis Cyril Marchal, chef de projet ADN Bretagne. Ravi de voir vos têtes en vrai depuis un petit moment, c'est sympa. Rapidement, donc ADN Bretagne. Je vais commencer avec ça. Donc ADN Ouest, pardon. C'est agir pour le développement du numérique en Pays de la Loire en Bretagne. C'est environ 640 adhérents. On est une association. Il y a des entreprises prestataires, des entreprises utilisatrices de tout secteur, et puis des écoles et organismes de formation qui sont présents aujourd'hui. Des enjeux majeurs, notamment l'emploi et la formation. Cette communauté, je vous laisse les regarder, donc numérique responsable, santé, infra-services, cybersécurité, management, data et stratégie digitale. Ça, c'est la première manière de se structurer, c'est à travers des communautés transversales. Et puis la deuxième manière, c'est sur les territoires pour animer les départements, les territoires. Donc, sur les 9 départements que compte la Bretagne et les Pays de la Loire, 7 sont animés par des groupes de travail départementaux, donc ADN 44, 29, 49, 56, 35, 22, 85. Ce que je peux dire, c'est que l'emploi et la formation, c'est un enjeu majeur depuis longtemps chez ADN. Ça fait au moins 10 ans, par exemple, que en Pays de la Loire, il y a des données, de l'observation sur les besoins en emploi, compétences et recrutement. Depuis 2018 en Bretagne, donc soutenu par Rennes Métropole et la région Bretagne, qu'on remercie. Que dire d'autre que sur l'axe emploi-formation, on fait beaucoup d'interventions découvertes en direction de 3 publics, les jeunes, les personnes en reconversion et les professionnels de l'emploi et de l'orientation, pour les aider à découvrir et à mieux orienter les personnes qui veulent se diriger vers le numérique. Concernant l'enquête aujourd'hui, elle a été donc pilotée par ADN. Je remercie Jean-Marie, mon collègue qui est ici. Menée par TMO, région, Jacques est ici, donc merci Jacques d'être présent. Et puis soutenue par la région Pays de la Loire, la région Bretagne, Nantes Métropole, Rennes Métropole, le Saint-Nazaire Agglo et La Roche-sur-Yon Agglo, et puis aussi la DRETS Pays de la Loire. Voilà, aussi on a eu des partenaires d'aide à la diffusion. Pour avoir 600 réponses, il nous faut bien aussi des relais au local. Donc des clusters, les technopoles, les French Tech, les CCI, et puis en gros toutes les bonnes aides, quelques écoles aussi qui ont relayé l'information. Concernant les inscrits, on est une petite quarantaine sur place et on est environ 100-110 connectés en ligne. Donc sur place, moi je connais quasiment tout le monde. Bonjour Magali. Du coup, je vais peut-être pas trop citer. Puis il y a un petit pot à la fin pour faire un peu de réseau vers 12h30. On a 1h30 de table ronde, puis un petit pot convivial à la fin. Ça sera juste là. On vous remercie si vous avez le temps de rester un peu avec nous. Mais je vais quand même citer quelques structures qui sont sur les 110 qui sont inscrits en ligne pour les remercier. Donc l'INR, l'Institut du numérique responsable, HP, la région Pays de la Loire, le CNAM, le groupe Érige, la Coperle, AFPA, Université d'Angers, La Poste, Brest Métropole, Orange, Human IT, le groupe Pilote, Nantes Métropole, Empreinte Digitale, Marsouin, Manitou, Scania et puis l'ICEN de Brest. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vais laisser la main à Florence, notre journaliste maison qui va animer ça. Super. Je prends la zapette. Merci. J'aime bien quand les femmes ont le pouvoir de la télécommande. Bon, merci Cyril. Donc hop, on va passer là-dessus. Sur le RCN, effectivement, c'est l'Observatoire des compétences numériques. Le sommaire aujourd'hui, c'est un petit peu toujours la même chose. Ça fait plusieurs années qu'on le présente. On scinde cette présentation sous cette forme. D'abord, un petit focus sur l'économie du numérique. Ensuite, on rentre dans le détail des recrutements et ce qui s'est passé en 2021. On va faire cette année un focus expérience collaborateur parce que c'est une thématique qui est vraiment d'actualité et je pense qu'on va, je ne sais pas si vous allez en apprendre dessus, mais en tout cas, on va essayer d'expliquer un peu mieux ce que c'est et montrer quel genre d'action on peut mettre en place. Il y aura un focus sur la formation et puis les perspectives. Alors les perspectives à 3 ans, je ne sais pas ce que ça vaut, des perspectives à 3 ans. Est-ce que j'ai mon micro qui saute parce que j'ai l'impression quand je bouge trop? Non, c'est bon. Avant de commencer, donc merci à nos interlocuteurs aujourd'hui. On a un plateau, allez, presque mixte. Cécile Martin, DG d'Abaca, membre du bureau du Syntac Bretagne. Michael Delouche, vice-président CGI,
Business Unit France Ouest, qui remplace Xavier Torp au pied levé, parce que le pauvre s'est blessé. Merci d'accepter d'être là aujourd'hui. Nicolas Bourg, DSI d'Aiguillon, tout au bout. Adrien Cruchon, cofondateur Chaudot à Nantes, et peut-être Ouest, hein, il va peut-être en parler tout à l'heure. Je spoil un peu, j'aime bien. Yvonique Loidreau, d'Externatic, consultant RH. Et enfin, Hélène Bélanger, directrice associée de l'école 301, qui nous accueille aujourd'hui. Merci elle, les locaux sont superbes. C'est très agréable d'animer dans une pièce aussi conviviale. Franchement, c'est chouette. Et merci à vous aussi, c'est agréable de vous voir sans masque, de voir des sourires, ça fait du bien au moral. On va commencer par l'économie du numérique, et avant d'entrer dans les chiffres, on va parler un tout petit peu de la méthodologie. L'enquête, donc, elle est réalisée par TMO, en ligne et par téléphone. Elle a été faite entre le 18 novembre 2021 et le 17 janvier 2022. Il y a eu 536 répondants, 288 pour les Pays de la Loire et 211 pour la Bretagne. Donc c'est un petit peu moins que l'année dernière. Il a fallu se mobiliser pour récolter tout ça. Merci à ceux qui se sont mobilisés et merci à ceux qui ont répondu. Ces chiffres, ils ont été pondérés, il faut le savoir, par rapport à plusieurs critères, la taille, le poids respectif entre les prestataires et les utilisateurs. Si vous êtes féru de chiffres et que vous voulez en savoir plus sur cette méthode, vous avez le détail qui sera mis en ligne dans le rapport de synthèse aujourd'hui. Donc, et si vous avez dans la salle aussi Jacques Bonneau qui a travaillé là-dessus, si vous avez des questions à poser, mais plutôt au moment du cocktail ou peut-être qu'au moment des questions-réponses, il y aura des choses là-dessus. Il faut savoir aussi que d'une manière générale, on va comparer l'année 2021 à l'année 2019. C'est l'année qu'on va prendre de référence puisque 2020 était tellement chahuté que c'est pas très représentatif. Donc sur pas mal de slides, on fait ce comparatif et on prend toujours 2019 en référence. Donc une petite photographie rapide de la filière du numérique dans l'Ouest. Donc là, on a cherché à savoir, comme tous les ans, combien il y a d'entreprises en lien avec le numérique dans l'Ouest. On fait la distinction entre les prestataires et les utilisateurs. Donc là-dessus, les prestataires, on entend par là les entreprises qui sont au cœur de l'activité de la filière numérique. Donc c'est informatique, édition, logiciel, télécom, et qui ont au moins un salarié. Et pour les utilisateurs, on parle des entreprises et des organisations qui ont au moins 10 salariés, dont une personne est en charge du numérique. Donc ça peut être le marketing digital ou ça peut être la gestion du parc informatique. Voilà. Quand on compte tout ça, on arrive pour le cumul des deux régions à peu près 190 000 salariés qui travaillent dans le digital, dans l'Ouest. Ça représente à peu près 110 000 personnes pour les Pays de la Loire et 80 000 personnes pour la Bretagne. Et ça pèse 6,7% de l'emploi total de la région Pays de la Loire et c'est 5,5% pour la Bretagne. Qui travaille dans le numérique et où? Donc, par rapport à 2019, on voit qu'il y a un tout petit peu plus de femmes dans le numérique, 22% pour les Pays de la Loire, 24% pour la Bretagne. Bon, ça va lentement, mais ça avance. Et 66% des salariés travaillent dans une entreprise utilisatrice pour les Pays de la Loire. Et 6 sur 10 de ces salariés sont dans des équipes un peu conséquentes, donc de 10 personnes ou plus. En Bretagne, c'est un peu plus, 78% des salariés travaillent dans une entreprise utilisatrice, 7 sur 10 travaillent dans des équipes de 10 ou plus. Cécile Martin, en tant que représentante du Syntec aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'année 2021 dans le numérique et de la filière du numérique en général? Comment ça s'est passé en 2021 par rapport aussi à la crise sanitaire? Alors, vous avez le micro, là. Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Ah, si. Bonjour. L'année 2021, c'est une année de résistance à la crise, enfin, en tout cas de passage de crise assez bonne pour l'économie du numérique. C'est un secteur qui a
pas trop mal résisté par rapport à d'autres secteurs. Et par rapport à d'autres régions aussi. Hein. Et par rapport à d'autres régions aussi, effectivement. Donc en Bretagne, on s'en est bien sorti. Forcément, il y a des tendances qui font que ça tire l'économie. On parle beaucoup de la cybersécurité, en l'occurrence. On a tous reçu des alertes récemment de fraude au président ou d'attaques. Donc on voit bien que la cybersécurité est un sujet majeur pour les entreprises. Et pour le coup, la Bretagne est région majeure sur ce secteur qui tire en fait l'économie du numérique. Donc c'est un secteur qui a bien résisté à la crise, enfin pas trop mal. Hein. Forcément, des recrutements inférieurs en 2020 par rapport à 2019, encore un peu inférieurs en 2021, mais des bonnes prévisions pour 2022. Et puis on a eu quand même toujours une bonne vie du secteur avec des grandes levées de fonds. On voit le bâtiment d'aujourd'hui, la preuve que le secteur du numérique est très vivant, en grande croissance. On voit des quartiers entiers autour de ces entreprises du numérique qui se développent. Donc ça prouve que le secteur est plutôt en croissance, en développement, avec peut-être pour la Bretagne une confirmation de son angle très technique. Et pour les Pays de Loire, toujours cette orientation peut-être plus marketing, digital, des entreprises plus sur l'usage, et la Bretagne étant plus sur le cœur, sur la technique et l'infrastructure. Il y a l'installation aussi de l'Agence nationale de la sécurité informatique à Rennes, c'était en 2021 aussi, ça, c'est ça? Oui, ça fait partie des grands événements. Donc je parlais des levées de fonds, des grands quartiers, la cybersécurité, donc l'agence qui est arrivée. Alors on l'a pas forcément fêté entre guillemets comme il se doit, puisqu'on avait tous des masques et il y avait du confinement. Mais donc des événements qui font de la Bretagne et pour le coup du Grand Ouest une des régions qui pointe sur cette dimension numérique. Confirmé par les chiffres aussi. Hein. Bon, on les a pas là, mais le Numéum a fait des enquêtes là-dessus. La filière se porte plutôt bien, effectivement. Donc la filière également bien représentée par les événements. Donc la Digital Tech qui a eu lieu en décembre, on a réussi à maintenir en fait des événements liés au numérique qui font que ça anime la filière et lui donne aussi de la visibilité sur le plan national. Donc voilà, autant il y a d'autres secteurs où les événements étaient complètement annulés. Je pense aux événements dans l'agriculture qui ont été annulés ou vraiment amoindris. Là, on a quand même réussi à maintenir de l'activité. Très bien, merci à vous. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des recrutements, justement. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des recrutements en 2021 ? Donc on voit qu'en cumulant les deux régions, on a eu à peu près 21 800 embauches en Bretagne, Pays de la Loire, ce qui représente 50% de plus que l'année 2020. Donc ça paraît énorme, mais encore une fois, l'année 2020 était tellement particulière qu'on ne peut pas trop juger par rapport à ça. Les prévisions, à la fin 2020, on avait interrogé, fin 2020, on avait interrogé effectivement un panel d'entreprises qui tablait sur plus 30% d'embauche pour 2021. On voit ça a dépassé en fait. On est allé au-delà, mais ça reste tout ça en deçà du niveau d'avant-crise. Il y a eu moins d'embauches en 2021 qu'en 2019. En retrait de 10% pour la Bretagne et c'est en retrait de 15% pour les Pays de la Loire. Les intentions pour 2022 restent bonnes. On a plus 5%. Globalement, ça s'annonce, voilà, le moral, on va dire, a l'air d'être plutôt bon. Encore une fois, là, les intentions ont été récoltées avant le déclenchement de la crise ukrainienne, donc on ne sait pas si ça va impacter ou pas. Ce sera la surprise. Le sentiment de pénurie continue à s'accroître. Là encore, on compare de 2019 à 2021 et sur ce tableau-là, on va aussi prendre en compte les oui vraiment à la question « Diriez-vous qu'il y a une pénurie de ressources numériques sur votre territoire ?» Puisque quand on interroge, là on est sur un sentiment, un ressenti, donc ceux qui sont un peu tièdes, on va dire oui plutôt, non pas vraiment, c'est pas forcément représentatif. Donc par rapport au oui vraiment et il y a une pénurie, on voit qu'on a augmenté 10 points pour les Pays de la Loire et 13 points pour la Bretagne. Du côté des recrutements, donc ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la table, on a des DSI, des ESN, un petit peu tout le monde. Donc on va aller voir ce qui se passe sur
le terrain et est-ce que ça confirme ou pas ce ressenti? Michael Delouche, vous, en 2021, ça s'est passé comment du côté des recrutements chez CGI? Bien. Bien. Je rajouterais peut-être en transition avec le bilan du numérique, peut-être plus côté Bretagne, mais il y a d'autres éléments qui renforcent ce sentiment. C'est important de dire que c'est un sentiment. Il y a quand même le bassin de l'industrie agroalimentaire qui a été quand même très résiliente pendant la crise de 2020 et qui a pas mal attiré en termes de numérique, en termes de besoins. Je rajouterais aussi l'attractivité de la Bretagne et Pays de la Loire par rapport aux Parisiens, qui a attiré aussi beaucoup de mutations qu'on voit peut-être moins pour l'instant sur la première partie du rapport. Aujourd'hui, ce sentiment, pour moi, il a été exacerbé parce qu'on sort aujourd'hui d'une crise. On a eu beaucoup de chômage partiel en 2020. Donc, on a cet effet rebond qui renforce ce sentiment de pénurie, encore une fois. Et puis, on a un bon niveau de croissance. Aujourd'hui, il reste à confirmer. Je parlais de l'industrie agroalimentaire. On verra ce que la crise donne sur la fin de l'année 2022, en ce moment. Mais aujourd'hui, on a quand même une croissance. On retrouve un bon niveau de croissance qu'on avait à l'époque avec cet effet rebond. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un élément qu'on n'a pas encore vu dans les indicateurs, c'est l'attrition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute pour assurer ce niveau de croissance, mais on a énormément de sorties. Donc, la grosse différence entre l'année 2019 et le 2021, c'est la circulation des candidats et des profils sur le marché du numérique. Donc là où aujourd'hui, il faut recruter une personne, mais en fait, il faut en recruter deux. Donc, recruter deux pour compenser les sorties. Donc le niveau d'attrition, je ne sais pas s'il fait partie ou pas du rapport, mais a explosé sur l'année 2021. Donc il nous oblige aujourd'hui à plus recruter et pour assurer le même niveau de croissance. Premier point que je mettrai en avant. Le deuxième, c'est que finalement les pratiques et les codes ont changé. En tout cas, on continue à évoluer. Aujourd'hui, les candidats qui étaient soit en chômage partiel ou au fond de la crise ont changé leur niveau d'exigence, que ce soit en termes de télétravail, que ce soit en termes de sens sur les ESN ou les clients chez qui ils voulaient travailler, en termes de perspective. Oui. Et donc forcément, quand on est plus exigeant, on commence à regarder ailleurs, d'où le niveau d'attrition, d'où l'importance de recruter, et ça a obligé les ESN et les autres à travailler avec plus de partenaires. Là, aujourd'hui, on était très direct en termes de recrutement, quasiment du 1 à 1. On est obligé de passer par des cabinets de recrutement, on est obligé de partager des partenariats. Quand je dis obligé, c'est qu'on n'a pas assez de bras pour recruter. Donc voilà un peu la synthèse pour nous côté 2021, même si ça reste positif, il faut mettre plus d'énergie pour recruter. Et ça tombe bien, on va voir avec Nicolas Bourg. Effectivement, vous aussi, vous êtes passé par des cabinets de recrutement pour la première fois en 2021. Oui, tout à fait. On a été amené à lancer des recrutements de type support ERP, chef de projet data, chef de projet ERP aussi. Et la différence que j'ai vue, moi, surtout sur un même profil comme chef de projet data, c'est plutôt l'inverse. C'est là où j'avais 200 candidatures en 2020, j'en avais plus que 30 finalement en 2021. Par contre, la qualité des candidatures n'a pas baissé. Il y en a peut-être moins, mais globalement qualitatif, c'était quand même mieux. Toujours des délais effectivement longs pour trouver les bons candidats et je te rejoins, un changement de paradigme où aujourd'hui, il faut qu'on aille s'appuyer sur des professionnels du recrutement pour aller chercher les bonnes personnes, des candidats qui cherchent du sens. Et classiquement, les événements vécus ces derniers mois changent de paradigme, notamment autour du télétravail, où ça devient aujourd'hui une clé en fait indispensable dans le package que l'on doit offrir aux futurs collaborateurs, ce qui n'est pas naturel forcément dans les entreprises, en tout cas pas historiquement. Et puis un territoire de chasse qui finalement s'élargit aussi, puisque le dernier recrutement que j'ai fait, c'est quelqu'un qui vient de Montpellier. Oui, ça arrive que les sudistes viennent en Bretagne et ils sont ravis d'ailleurs. Et donc voilà, en passant par des cabinets de recrutement, on se retrouve à chasser sur toute la France en fait, et pas uniquement dans le bassin rennais, enfin le bassin breton, Pays de la Loire. Et il n'est pas resté travailler à Montpellier, en télétravail chez vous? Non. Non, pas du tout. Non, il voulait vraiment venir en Bretagne. Mais oui, c'est normal. Et il a bien raison. Yvonique, l'attention sur le marché, donc en tant que cabinet de recrutement, vous la ressentez aussi, vos clients, l'année 2021, pour eux, ça a été compliqué, tendu? En fait, en complément de ce que dit Nicolas, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a remarqué, nous, sur les 2 dernières années, qu'on arrivait à capitaliser et fidéliser avec certains clients sur lesquels, finalement,
on grandissait et on travaillait au sein de cette pénurie avec justement des relations de confiance qui arrivaient à s'accroître et sur lesquelles on avait de plus en plus de sollicitations. Ce qui est marrant, c'est que sur les 2 dernières années, on a eu beaucoup de clients qui, un peu à l'instar de Nicolas, faisaient finalement peu appel à des cabinets. Et on a pu finalement se rendre compte du rebond sur l'année 2020. C'est assez marrant parce que les chiffres que nous, on a vécus sont finalement un tout petit peu différents. C'est que nous, on a constaté que la pénurie, en fait, continue à s'accroître très fortement. Les sollicitations sont de plus en plus conséquentes. Et en fait, c'est une résultante qui, finalement, est un petit peu, je dirais, une certaine tendance de victime. On est un peu victime de notre succès dans l'Ouest. On attire de plus en plus de grands noms. On attire de plus en plus, je dirais, de talents également, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, la pénurie ne veut pas dire qu'on a de moins en moins de candidats. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, l'attractivité de nos régions font en sorte que, aussi bien en Bretagne qu'en Pays de Loire, on a de plus en plus de gros acteurs dans le numérique. Et ça, c'est une vraie problématique de fond qui fait que forcément, la pénurie se ressentira forcément davantage. Maintenant, là où il y a un point qui est soulevé et que moi je trouve très intéressant, c'est que sur ces 2 dernières années, on a constaté que la qualité n'avait pas diminué, je dirais même au contraire. Sur l'année 2020, elle a été fortement marquée. Merci, je dirais aussi aux ESN qui ont eu un peu plus de difficultés, parce que ce qui fait qu'il y a eu un peu moins de tension en ce sens. Et on a, nous, constaté des candidats, je dirais, avec beaucoup plus de qualité intrinsèque et une volonté de changement pour autre chose. Et ce changement pour autre chose, c'est d'aller chercher, comme on le disait, et ce qu'on va finalement évoquer dans l'expérience collaborateur, essayer d'aller chercher autre chose qu'un salaire, essayer d'aller chercher autre chose qu'un jump, qu'on avait l'habitude de voir en ESN, des gens qui faisaient 2 ans et qui finalement, au bout de 2 ans, allaient chercher autre chose. Maintenant, on est sur 2 métropoles que sont Nantes et Rennes, qui sont en tension depuis des années, qui resteront en tension malheureusement. Et, par contre, qui n'était pas forcément le cas précédemment, c'est que je dirais les villes de taille intermédiaire que sont Angers, Lorient, Saint-Nazaire, si on va même jusqu'à Brest, même si ça reste quand même une taille plutôt conséquente, sont devenues aussi très pénuriques, là où jusqu'à présent, ils arrivaient à faire avec le marché local. Donc ça montre aussi qu'il y a un certain dynamisme, il y a une pénurie générale, mais pour autant, je suis juste un peu inquiet de la croissance indiquée, à savoir ces fameux 23%, parce que malheureusement, j'ai peur que, au fil du temps, on continue à la croître. 23% en Pays de la Loire, 33% en Bretagne. Donc, 33% en Bretagne. Encore une fois, ça reste de l'ordre du ressenti, tout ça, mais bon, ça, sur le terrain, on entend, voilà, ça confirme. Pas de surprise sur les fonctions les plus recrutées. Depuis plusieurs années, c'est un peu toujours les mêmes. En vert, là, vous avez conception, développement, R&D. En noir, vous avez exploitation, production, support. Donc, que ce soit pour Bretagne ou Pays de la Loire, ce sont toujours les fonctions qui sont les plus recherchées. Et puis également sur les profils des recrutés. Alors, tout à l'heure, vous aviez les personnes qui sont en poste. Et là, vous avez ceux qui ont été recrutés vraiment en 2021. Donc, toujours les profils plus de 5 ans d'expérience et puis niveau Bac plus 5 qui sont relativement... qui sont le Graal, la quête du Graal, c'est là. Il y a une petite augmentation aussi du côté des candidatures féminines chez les prestataires. On le voit, 17% pour les Pays de la Loire, 15% pour la Bretagne. C'est un peu moindre pour les utilisatrices. 10% pour le Pays de la Loire, 13% pour la Bretagne. Alors bon, c'était 7% en 2020 pour les Pays de la Loire, c'était 19% en 2020 pour la Bretagne. On n'explique pas forcément ces variations d'une année sur l'autre pour le coup, mais on va continuer à observer ce phénomène parce que observer les candidatures féminines, ça indique aussi les sorties de formation. Et ça indique si les formations sont féminisées ou pas. J'ai l'impression que ça saute. Michael, oui, et Nicolas, vous allez pouvoir nous dire, vous, si vous avez réussi à trouver les profils que vous recherchiez. Alors, vous disiez que la qualité était bonne, mais est-ce que vous avez quand même été obligé de descendre un petit peu sur les attentes Bac plus 5, notamment? Est-ce que vous avez été recruté sur des Bac plus 2, formation courte? Oui, on a ouvert les canaux. Alors, ce qui fait plaisir déjà dans le chiffre, c'est qu'on voit quand même que le numérique et notamment les ESN continuent à être vraiment des vrais créateurs d'emplois, mais aussi de compétences. On est vraiment aujourd'hui on en parlera, je pense, sur le volet formation, mais c'est nous qui employons aujourd'hui le plus les jeunes, mais on a en effet diversifié les canaux, que ce soit sur déjà le niveau d'études,
où on recrute de plus en plus de sorties Bac+3. On travaille de plus en plus avec les écoles de reconversion. On a aujourd'hui beaucoup de circuits avec les PE, que ce soit on travaille avec Pôle emploi, mais aussi avec d'autres canaux, des entreprises adaptées. Donc on a diversifié énormément pour pouvoir renforcer en termes de volume, j'ai envie de dire, pour les 2 premières années en termes d'intégration dans le numérique. La difficulté, même si on a fait du qualitatif, je le disais tout à l'heure, c'est les expérimenter. Aujourd'hui, les plus de 5 ans d'expérience, alors pourquoi est-ce qu'on les cherche au-delà du fait que nos clients les cherchent, on le voit sur le fait qu'ils cherchent plus l'expérience, c'est que quand on embauche des jeunes, il faut les encadrer. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du volume, on est là pour créer une carrière et un encadrement de qualité, que ce soit en termes d'encadrement technologique, mais aussi donner du sens. Ce qu'on a fait, c'est pas juste pour venir faire du numérique. Et donc aujourd'hui, là où on avait plutôt des experts techniques, on a maintenant des vrais lead tech qui ont acquis cette compétence et qui ont su la valoriser, on verra sur le volet rémunération, de pédagogie, d'encadrement, de monitorat. Et ça, c'est des profils maintenant qui sont clés pour pouvoir encadrer des jeunes qui plus est ne viennent pas forcément sur des formations du numérique, qui n'avaient pas une appétence ou qui découvrent le monde du numérique. Donc c'est vraiment sur ces profils-là qu'on a bataillé, qu'il y a eu des mercatos, qu'il y a eu besoin d'aide des professionnels, qu'il y a eu besoin d'aide du réseau, pour pouvoir finalement se renforcer sur cette sphère d'encadrement, côté ESN. Et alors du côté des DSI, le profil, renier un petit peu sur ces exigences? Ah non, surtout pas. C'est pas possible de renier sur ces exigences. Il faut rester quelque part exigeant au regard des profils des candidats. Et ce n'est pas tant sur le niveau de formation que ça se joue, enfin tout du moins que moi je mets la barre, que sur le savoir-être. Il faut des candidats qui, comme tu pouvais le dire, qui ont une véritable envie de s'investir dans l'entreprise, avec une vraie motivation, qui puissent eux-mêmes y trouver du sens. Donc il y a une notion de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que l'entreprise apporte, qu'est-ce que le candidat apporte, pour pouvoir après se projeter. Et finalement, les compétences techniques, ça s'acquiert. C'est dans le deal, c'est ce qui est le plus facile à acquérir. Et donc on accompagne, on forme. Typiquement, enfin, j'ai ma prochaine embauche, la prochaine personne qui arrive chez moi, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'urbanisme, donc qui arrive à la DSI et qui a un master en urbanisme, qui a travaillé aussi bien évidemment un peu dans l'informatique, mais aussi dans le contrôle de gestion. Donc on essaie finalement d'élargir aussi les candidatures en essayant de trouver des gens surtout motivés et qui peuvent avoir aussi des expériences de vie pas purement numériques, mais qui peut être un peu plus large que ça. Et vous disiez, vous préférez attendre? Clairement. Les délais s'allongent, tant pis pour le oui, recrutement, tout à fait. L'expérience aidant, on se rend compte que les candidatures par défaut, enfin tout du moins mes expériences me font dire que les candidatures par défaut sont pas des vrais choix, sont pas des bons choix. Et donc tant pis, on attend, on fait appel à la prestation, on repriorise les sujets. Mais je suis intransigeant effectivement sur la qualité du recrutement pour assurer tout simplement la cohérence de l'ensemble, la cohérence du service dans la durée en fait. Merci. Et alors du côté des cabinets de recrutement, sur les profils, le niveau des candidats, est-ce que là vous avez le mouton à 5 pattes que recherchent les clients, le paradoxe du recruteur? Vous disiez du client qui veut des jeunes mais expérimentés, et un moment où ils essayent d'entendre, enfin ils commencent à entendre? Alors, je ne sais pas si on peut dire commence à entendre. La problématique, elle est exposée par Nicolas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre cabinet, qui plus est, n'accompagne que des clients finaux. Donc, heureusement, il existe des ESN pour justement arriver à capitaliser avec des jeunes pousses pour, via des POE, arriver à aussi, et des grosses TMA, arriver à les faire monter en compétences. Alors, POI, POC, on l'a dit tout à l'heure, préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif, POI, POC. Voilà. Et ça fonctionne très très bien aujourd'hui parce que on veut du jeune expérimenté, et finalement, il y a un des leviers qui fonctionne très très bien sur ces dernières années, c'est de justement aller chercher des profils reconvertis. Je prends l'exemple d'ingénieurs. On a aujourd'hui en France, je ne sais plus combien de centaines, on doit même être pas très très loin du millier d'écoles d'ingénieurs. On a des gens qui viennent de différents secteurs divers et qui peuvent demain aller faire de l'informatique. Donc ça peut être intéressant. Le problème, c'est que notre positionnement à nous en tant que cabinet de recrutement, c'est qu'on a affaire à des clients exigeants qui nous disent bah non, on va être dans l'incapacité de pouvoir les former. Donc il va nous falloir de l'expérience, et du coup
Maintenant, on veut de l'expérience, mais on veut des gens jeunes. C'est peut-être là où le bas blesse encore un tout petit peu. On a aujourd'hui des seniors, ou en tout cas des personnes qui sont encore à 10 ans de la retraite, qui pourraient justement répondre favorablement. Je pense que le marché est en train, non pas de se retourner, mais de prendre conscience que justement ces profils sont intéressants. Maintenant, dans l'idée, on a toujours vécu avec ce fameux mouton à 5 pattes. Je ne dirais pas que c'est le mouton à 5 pattes, je dirais plutôt que c'est le mouton qui est rose à l'avant et bleu à l'arrière. Il a toujours 4 pattes, mais sur lesquelles on va avoir tendance à vouloir justement capitaliser sur des compétences qui sont normalement pas compatibles. D'accord. Et alors les écoles, vous, par rapport à... Parce que la problématique, elle est là, en fait, c'est... Est-ce que vous formez les moutons à 5 pattes, bleu, rose devant, jaune dessous, enfin... C'est très important. Alors, on essaie effectivement de former des moutons à 5 pattes avec plein de couleurs. On vient vraiment en complément aujourd'hui des cabinets de recrutement. Donc moi, je représente l'école 301. C'est une école qui a été créée par 3 entreprises associées, Klaxoon, Network et MV Group, qui ont des problématiques de recrutement majeures, puisqu'on a des progressions à 2 chiffres qui sont assez démentielles. Mais aujourd'hui, on essaie effectivement d'alimenter les entreprises du territoire et pas que sur du marketing digital, qui était notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on vient en complément des cabinets de recrutement, puisque on forme non pas une personne, mais des volumes d'apprenants sur de la reconversion ou de la poursuite d'études, et sur lesquels on va amener effectivement une couche de compétences techniques fortes. Donc on a effectivement des gens qui viennent de parcours qui ont déjà un premier parcours professionnel ou qui ont fait qui ont déjà eu une première expérience universitaire par exemple, et à qui il manque une compétence technique ou des compétences techniques fortes. Et donc on met en place des formations collectives à des POE, beaucoup avec Pôle emploi et la région. On est très très accompagnés. Ils comprennent très très bien nos problématiques. On a vraiment des interlocuteurs intelligents sur le sujet pour pouvoir alimenter les entreprises partenaires. Donc on monte des formations de 3 mois à 3 ans en fonction du besoin des entreprises. Donc ça va effectivement de Humans qui a besoin de 12 référenceurs SEO, ou de 12 traffic managers, ou de Léocare qui lève 100 millions d'euros, qui a besoin de 30 conseillers clientèle. Et ben plutôt que d'enchaîner des milliers d'entretiens ou des centaines d'entretiens plutôt, et ben on va sélectionner, préqualifier et former des promotions et développer des formations sur mesure pour les entreprises en fonction de leurs besoins, pour qu'ils puissent, que ce soit des formations d'onboarding professionnel, qu'on ait un taux d'insertion très très fort, on est à 98% de taux d'insertion, et que les entreprises soient satisfaites des candidats qui recrutent. Donc voilà, nous on forme vraiment sur du volume. On essaie effectivement de former des moutons à 5 pattes, c'est pas toujours évident. Après, effectivement, quand on parle de cybersécurité, je dis toujours, moi je peux pas vous former des ingénieurs. Par contre, si vous avez besoin de 15 personnes qui font du test logiciel, là on peut monter une formation de 4, 5, 6 mois pour vous former des gens qui soient pertinents sur le sujet. On y reviendra un petit peu sur la formation, effectivement, et puis les besoins et les attentes en retour de ces formations courtes qui sont proposées. On fait un petit point rémunération, parce que c'est toujours le côté titillant, on va le dire aussi, du marché de l'emploi. 2021, ça a été un petit peu une année spéciale du côté des ESN. C'était comment ? Je parlais Mercato tout à l'heure, ça a été clairement Mercato, l'embrasement. ouais. L'embrasement des rémunérations, on parlait notamment des profils expérimentés tout à l'heure qui ont compris leur valeur, qui ont aussi compris que ça circulait en termes de bassin d'emploi. Donc on a eu un embrasement à 2 chiffres au moins des salaires. Le danger, il n'est pas là, parce qu'à la rigueur, il y a des acquisitions de compétences qui ont un prix sur le marché, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est quand justement il y a des rotations et qu'on intègre des profils plus expérimentés et mieux rémunérés que ceux qui sont des historiques. Et donc quand on commence à avoir un déphasage de la pyramide salariale, pour garantir la paix sociale, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et donc ce qui explique aussi en partie l'attrition que j'évoquais tout à l'heure, qui a généré finalement une accélération, une double accélération de l'attrition sur le marché. Donc il faut savoir raison garder. Il faut déjà revaloriser. Donc je pense que toutes les ESN ont revalorisé les grilles d'embauche déjà aussi sur les jeunes, parce que finalement ça a été un effet domino. Donc les ESN et le marché globalement a revalorisé les salaires, a su aussi attirer, pas que en rémunération, parce qu'on parle aussi souvent du package, on parlait de télétravail, on parlait d'autres avantages, redonner du sens. Là, justement, c'est le focus tout à l'heure. Exactement. Donc ça, c'est important aussi de valoriser l'ensemble finalement
des avantages sociaux, on va dire, qu'on peut offrir. Mais ça a été un véritable embrasement. Notre difficulté, là je prêchais pour les ESN, c'est de faire comprendre au marché du numérique, y compris aux clients, que ce prix-là, cette augmentation, il va falloir la répercuter. Donc on amène plus de valeur, peut-être qu'on est plus efficace, que ce soit en termes de timing, en termes d'apport de valeur, mais il faut aussi que l'ensemble de la chaîne de valeur, finalement, répercute cette hausse des prix. Et puis, alors Xavier Torp nous disait que c'était la première année où il avait vu un stagiaire ou des stagiaires négocier leur prime de stage, ce qu'ils acceptaient les autres années. Voilà, le stagiaire avait besoin d'un peu plus de rallonge pour des transports, c'était plutôt accepté, mais là apparemment c'était une négociation presque comme si c'était un candidat à l'embauche. Quand je parlais tout à l'heure de changement de code et de pratique, ça a été un petit peu violent. En effet, les premières fois on s'est rendu compte que le rapport de force avait évolué, qu'on se retrouve avec des stagiaires qui finalement font le choix de leur futur employeur, ils ne sont plus en train de déposer leur CV sur moult ESN. Les expérimentés, j'en parle même pas, où aujourd'hui, je mets de côté tous les entretiens, ou plutôt les chasses sous LinkedIn ou autres, auxquels ils font appel, où ils ont tendance à être très sélectifs. Donc on est dans la séduction. Mais c'est ce qu'on faisait. C'est peut-être encore une fois plus exacerbé aujourd'hui. Puis ça marche pas forcément. Et ça marche pas forcément. Donc c'est là que je disais, il faut raison garder. Il faut aussi, à un moment donné, revenir sur le raisonnable et puis redonner du sens. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans la course à l'échalote. Il faut redonner aussi du sens à l'emploi qu'on va offrir. Nicolas, vous, chez Aiguillon aussi, oui, des candidats gourmands? Oui, tout à fait. Enfin, gourmands, non, comme tu peux le dire, il y a les compétences se valorisent et c'est normal qu'elles soient rémunérées à la hauteur de leurs exigences. Néanmoins, il y a une flambée, effectivement, des demandes au niveau salarial hein, sur des postes équivalents, des demandes à plus 10, plus 15, plus 20. Alors, je ne parle même pas des Parisiens, parce que là, on y va encore plus franco sur le pourcentage. Et encore une fois, il faut garder la cohérence de l'ensemble, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'entreprise, qui sont là depuis longtemps, qui ont une vraie valeur ajoutée, mais bien évidemment, qui n'ont pas ce turnover parce qu'ils sont bien là où ils sont, parce qu'ils ont envie de poursuivre l'aventure avec l'entreprise et comment est-ce qu'on arrive à assurer la cohérence de tout ça. Et c'est un vrai sujet. Encore une fois, prendre la décision finalement d'embaucher un profil qu'on va payer 20% de plus que le collègue d'à côté, ça peut être répondre à des besoins ponctuels dans l'instant, mais c'est des problèmes pour plus tard. Donc c'est important de garder la cohérence de tout ça, et peut-être du coup aller chercher des profils plutôt en devenir, pour lesquels on va être capable de donner du sens, tracer une trajectoire et finalement être dans un parcours encore une fois gagnant-gagnant, en disant voilà où l'entreprise se positionne, voilà comment la trajectoire de la DSI. Si tu nous rejoins, voilà vers où est-ce qu'on va t'amener, deal ou pas deal, et c'est un parcours progressif plutôt qu'avoir une négociation en une fois et uniquement basée sur le salaire. Alors on a parlé des... Ah oui. Je rajouterais peut-être juste un point pour aller dans le sens de Nicolas, c'est que les ESN qui avaient l'habitude, on verra peut-être avec Adrien après, mais qui avaient l'habitude d'avoir des modèles de rémunération salariale une fois qu'ils sont dans une entreprise très linéaire, très progressif. Ça, c'est aussi un changement qu'on est en train de voir, on verra surtout en 2022, où on va avoir plusieurs salary reviews finalement dans une année. On va favoriser les hauts potentiels. Donc on va être un petit peu moins linéaire et un peu moins dans la masse dans l'évolution salariale. Donc ça, c'est un point important qu'on commence à avoir poindre en fin 2021 et qui sera à mon avis un élément clé sur le volet rémunération des ESN en 2022. D'accord, okay, intéressant. Et on parlait des Parisiens, alors c'est pas pour stigmatiser ou quoi que ce soit, mais en tout cas, effectivement avec les confinements, l'arrivée et la crise sanitaire, les Parisiens qui viennent un petit peu dans l'Ouest, et Adrien qui était parisien, hein, c'est ça? Il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que non, mais c'était juste rajouter tout simplement que aujourd'hui les rémunérations aussi sont localement. Aujourd'hui rentrent en concurrence tout simplement avec le marché parisien, puisque 2020 a fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de développeurs, notamment sur les hauts potentiels, on va dire, qui se font recruter, on va dire, pour travailler en remote directement pour des sociétés parisiennes. Et donc il faut bien voir que localement on rentre aujourd'hui aussi en concurrence avec ces acteurs qui ne sont pas forcément sur notre bassin d'emploi
de base, mais qui vont être également plus globales au niveau français en tout cas. Et puis je rajouterais qu'il y a une autre concurrence aussi, et nous c'est aussi là une des réponses qu'on essaie d'apporter avec Shodo, mais c'est que il y a le monde du freelancing qui prend vraiment un essor très important, on va dire, chez les développeurs expérimentés, notamment qui est lié au fait de la partage de la valeur aujourd'hui dans les ESN, face auquel on est obligé de s'adapter pour pouvoir apporter une réponse satisfaisante dans le monde du salariat. Ouais, on va reparler tout à l'heure un petit peu là, effectivement, en tout cas du freelancing. Et alors cette année, il n'y a pas eu de questions sur les freelances, il y en avait les autres années, parce qu'il fallait alléger un petit peu le questionnaire, mais c'est un indicateur qui sera suivi lors des prochaines éditions. En attendant, il y a aussi sur les rémunérations, là, Yvonique, les clients, comment ils se positionnent, comment on calme un peu les... Enfin, on calme, c'est un peu... Je parle pas bien quand je dis ça, mais comment on tempère les candidats, comment est-ce qu'on négocie, on amène ça avec sur le marché de l'emploi, là. Alors, c'est un vaste sujet. Nous, ça fait plusieurs années qu'on essaye de justement analyser le marché. Il y a un peu plus de 5 ans, on avait été les premiers dans l'Ouest à faire le baromètre des salaires. Ce qui est assez marrant, c'est que dans l'IT, on a constaté que malgré les embrasements qu'on peut ressentir à droite ou à gauche, il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui jouent pas le jeu. Nous, on analyse le marché. C'est-à-dire que clairement, on regarde les candidats qu'on accompagne. On échange avec un peu plus de 3500 personnes qu'on suit chaque année et on regarde où est-ce qu'ils vont rebondir, à quel salaire, et puis ça nous permet d'établir le baromètre des salaires. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas des croissances exponentielles. On ne constate pas que le développeur, demain, lambda, peut arriver à trouver en sortie d'école un job à 38-40 000 euros. Mais ce qui est marrant, c'est que le 38-40, on constate que de plus en plus, aujourd'hui, c'est ce que vont demander les étudiants en sortie et qui vont trouver des entreprises qui vont être en capacité de payer cela. Donc, est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut que le marché il explose et qu'on arrive à ces salaires? Clairement pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre recommandation ne va pas en ce sens. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un an, on a sorti un article avec Externatic qui était très provocateur. Est-ce que le titre était simple, hein, c'est ne tendons-nous pas en 2030 à des développeurs à 100 000 euros? On nous a regardé, on a reçu plein de messages, mais pourquoi vous publiez ça Externatic? Qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? Mais en fait, on a simplement reporté les évolutions du coût de la vie, les évolutions salariales qui pouvaient être demandées. Et en fait, avec une projection assez basique, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des développeurs qui, à 5-6 ans d'expérience, sont en capacité d'avoir 70 000 euros. Donc, finalement, on n'est pas si loin de la réalité. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, et dans le discours, on voudrait que tout le monde joue un peu le jeu. Et quand on dit ça, c'est de se dire que finalement, pour éviter une course à l'échalote, il ne faudrait pas qu'on ait des ESN qui, demain, sont en capacité de justement proposer, je dirais, à choses égales, des salaires beaucoup plus élevés. Je ne regarde pas forcément mon voisin pour ça. Non, mais plus sérieusement, c'est plutôt d'avoir une certaine cohérence de marché. Et il faut aussi, au sein des écoles, qu'on ait des discours qui soient dans le sens que la rémunération n'est qu'une composante. Et je pense que, et on va en reparler un peu plus tard, finalement, le débat autour du salaire d'entrée restera un débat, mais pour autant, le salaire n'est plus la dominante. Ça fait 2 ans que ça ne l'est plus. Et ce qui fait que nous, on a tendance à tempérer un tout petit peu ce discours en disant que oui, il y aura toujours des entreprises qui paieront plus, il y aura toujours des entreprises qui sont plus en difficulté. Par contre, le seul point sur lequel vous devez être attentif, surtout au sein des, je dirais, tant côté ESN que clientèle finale, c'est de capitaliser sur vos compétences en interne et ne pas oublier le delta qui peut exister aujourd'hui entre la réalité du marché et vos salaires pratiqués. Mais dès lors que vous arriverez à suivre ce marché, je dirais, vous arriverez à capitaliser avec vos collaborateurs et ça devrait normalement bien se passer. Alors, excellente transition avec la suite, puisqu'effectivement, la rémunération, on l'entend, c'est l'une des attentes fortes des candidats et des salariés. Mais alors, contrairement aux idées reçues, on se rend compte au résultat de l'enquête ESN que ça ne vient pas dans le top des attentes des salariés et des candidats. Il y a d'autres choses qui viennent avant, c'est le télétravail, l'équilibre vie privée, vie pro. Je vais vous le projeter tout à l'heure là. Et donc, on se rend compte que pour attirer et garder les talents, l'une des solutions, c'est l'expérience collaborateur. Donc, c'est de les soigner. Et donc, dans l'enquête, là, on a demandé aux employeurs de nous dire si la crise sanitaire avait eu un impact sur les attentes des candidats et des salariés. Et la réponse est oui, surtout pour les entreprises prestataires, 21% en Pays de la Loire et 14% en Bretagne, qui ont même constaté une évolution forte des attentes de leurs salariés.
un chiffre qui monte à 33% pour les candidats des entreprises prestataires en Pays de la Loire et contre 22% en Bretagne. Et puis, les entreprises utilisatrices qui semblent un peu moins confrontées à ce phénomène. Alors, dans les attentes, qu'est-ce qu'on entend par là? Les candidats nous disaient, candidats et salariés, là vous avez Bretagne, Pays de la Loire, candidats salariés, sans surprise, le télétravail qui arrive en top des demandes des deux populations, 74 pour les prestataires, 51 pour les utilisatrices, l'équilibre vie pro, l'environnement de travail, et puis la rémunération, vous voyez, elle n'est pas forcément dans les premiers, hein, 14% en Pays de la Loire, 14% pour les prestataires et 12% pour les entreprises utilisatrices, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un peu plus élevé. Face à ça, les employeurs, ils ne sont pas restés les bras croisés, ils ont mis en place, enfin, ils nous disent avoir mis en place des actions, et la première, c'est donc pérenniser le télétravail qui était obligatoire, donc apparemment c'est parti pour être pérennisé au-delà des contraintes sanitaires. Ensuite, vous avez développé les modes de travail collaboratifs, vous avez également proposer des horaires plus flexibles, plus souples, c'est une forte demande ça des candidats et des salariés. Et puis proposer des rituels de communication interne plus fréquents, des modèles différents. Toutes ces actions, si on les met bout à bout, forcément ça sauve les meubles, on arrive quand même à pas mal de choses. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit aussi des stratégies un peu réfléchies et pensées globalement. Et c'est ça en fait. C'est pas moi qui vais le dire, mais l'expérience collaborateur, c'est réfléchir à comment on organise tout ça, comment on agence tout ça. Cécile, je vais vous passer le micro justement pour déjà détricoter un petit peu tout ce qu'on entend par marque employeur, parcours candidat, parcours collaborateur et expérience collaborateur. C'est quoi tous ces termes ? Alors, ce sont des termes qu'on voit beaucoup dans les articles de presse, des réunions comme aujourd'hui. Dans la réalité des entreprises, surtout les PME, les ETI, on va surtout entendre parler de marque employeur, qui paraît être le Graal, en fait, en termes de attirer, retenir les collaborateurs. Et tous les autres sujets d'expérience collaborateur, de parcours candidat, etc., c'est encore vu comme plutôt un parcours technique plutôt qu'un parcours expérientiel. Donc la marque employeur, c'est en fait rendre visible ce qu'on met en place pour garder les salariés, pour les attirer, pour les garder. Et l'expérience collaborateur, le parcours candidat, c'est la réalité de ce qui est mis en place. Et quand on commence à creuser ce sujet, alors Abaka accompagne des entreprises en conseil, en recrutement et puis en conseil, quand on commence à poser la question, mais quelle est l'expérience collaborateur, etc., souvent il est difficile d'exprimer ce qui est mis en place et de le valoriser, le marketer. On va dire, il y a un entretien d'embauche, il y a ensuite une formation, etc., il y a un onboarding, mais c'est pas valorisé. Et donc, ils vont plutôt rebondir sur, je regarde les deux employeurs, rebondir sur la partie salarial package, package management, enfin management package, pardon, plutôt que de rebondir sur la qualité de vie au travail, sur justement la conciliation des temps de vie, un peu comme si c'était parler de quelque chose qui concerne pas l'entreprise, qui concerne pas le recrutement, alors qu'en fait, c'est ce que va chercher le collaborateur. Donc, la marque employeur, donc c'est rendre visible un parcours candidat, un parcours qui doit être une expérience à vivre et pas des tâches qui se succèdent. Donc, on est vraiment sur l'univers marketing. On doit marketer. Et marketer, ça ne veut pas dire quelque chose de faux. C'est donner de la valeur à quelque chose qui existe. Et donc, ça fait ça fait forcément aller sur qu'est-ce qui est mis en place. Et là aussi, dans les entreprises que nous, on accompagne en recrutement, en conseil, on peut être très loin de la marque employeur qui est proclamée. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de parcours candidat, en réalité, il n'y a pas vraiment d'expérience collaborateur, ou en tout cas, c'est pas mis il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas d'action concrète mise en place. Et surtout, s'il y a dissonance, les candidats n'hésitent pas à aller regarder maintenant, enquêter sur ce qui se passe vraiment en interne. Etc. Donc, alors, effectivement, le pire, c'est quand il y a dissonance. Donc, nous, notre travail, quand on fait des recrutements, c'est d'aller questionner, en fait, la réalité. Et on va pas, on ne leur demande pas quelle est votre marque employeur, on leur demande concrètement comment se passe. Voilà. On leur dit concrètement, expliquez-nous les tâches. Alors, qu'ils le disent, qu'ils le valorisent ou pas, ça, c'est notre boulot de le valoriser quand on va chasser des candidats, de faire la marque employeur pour le coup de l'entreprise. Quand c'est pas le cas, on est aussi très transparent. Mais c'est... Alors, par contre, le constat que nous, on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement
des entreprises pour aller mettre en place des parcours candidats, des parcours collaborateurs et travailler sur l'expérientiel. Mais le DRH aujourd'hui, le RRH ou le dirigeant, ils ont tellement d'autres sujets à traiter que c'est pas encore dans leur quotidien. Et puis ça demande beaucoup d'agilité. On vient de le voir, là, en 3 ans, on a eu quand même des gros mouvements de marché. Et quand on regarde le sujet par le prisme, ne serait-ce que du salaire, changer sa politique salariale, la faire évoluer ou l'adapter, ça demande énormément de temps. Il faut s'adapter aux conventions collectives qui peuvent bouger. En fait, ça demande d'aller travailler beaucoup de sujets et de pas rester sur le superficiel. Donc, il faut être à la fois agile, mais attaquer des sujets de fond qui ont un impact sur l'ensemble de la masse salariale et des collaborateurs, avec des risques parfois que ça dérape. Voilà, donc un sujet très vaste, finalement, qui est très... on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas encore suffisamment. Mais c'est normal, c'est une évolution qui est en cours. Alors, sur ce qu'on fait, justement, Yvonique, les actions, comment on réussit à persuader son client de rentrer là-dedans, de commencer à se poser sur le fond? Alors, je ne sais pas si on peut arriver à vraiment rentrer sur ces sujets en profondeur. Alors, à l'image de Cécile, nous, on est très, très acteurs depuis un bon moment sur ces sujets parce que c'est pas que la marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle surtout de la marque employeur. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les talents? Mais il ne faut pas que ce soit bullshit. Dans l'environnement technique, c'est souvent du vent et derrière, il n'y a pas forcément de mise en pratique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on constate un truc, c'est que dans les promesses d'embauche qui sont faites depuis 2 ans, elles sont de plus en plus longues. Et en fait, dans le plus en plus long, fut un temps où il y avait le salaire, où tu allais travailler et ce sur quoi on t'attendait. Et finalement, quand on regarde, maintenant, on a des mails entiers avec des documents entiers sur qu'est-ce que l'entreprise peut proposer. Alors, il y a plein de choses qui sont mises en avant et je pense que mon voisin va en dire beaucoup à ce sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des parcours d'intégration, d'accès à la formation, il y a même des choses qui peuvent être assez dingues, l'accès à une crèche d'entreprise. Il y a tout un tas de petites choses qui peuvent être comme ça, très très subtiles, et qui font en sorte que des gens se sentent bien au sein d'une entreprise. Et clairement, on peut ne pas beaucoup évoluer financièrement si derrière on a beaucoup d'avantages et qu'on se sent bien. Il ne faut pas oublier que l'environnement de travail, c'est pas qu'un salaire. C'est un environnement où on va passer plus de la moitié du temps. Et donc, clairement, au niveau des attentes qu'on peut avoir personnelles, c'est se dire comment est-ce que je vais avoir le meilleur équilibre vie pro, vie perso. Une chose qui est bizarrement pas assez mise en avant, c'est la flexibilité des horaires. Nous, on constate qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour beaucoup de collaborateurs, beaucoup de candidats qui se disent aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir finalement commencer soit tôt, finir tôt, commencer tard, finir tard, avoir des horaires où il y a des semaines où je travaille un peu moins et d'autres semaines où je travaille un peu plus. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Maintenant, là, c'est pareil, c'est toujours en termes de conseils. Aujourd'hui, nous, on est là pour accompagner, dans la mesure du possible, tous nos clients. Maintenant, la révolution est en marche, j'espère en tout cas, et fait en sorte qu'on a de plus en plus d'entreprises qui comprennent qu'il faut arriver à pérenniser certaines choses. Le 82 ou 68% sur le télétravail, il faudra regarder quel est le nombre de jours associés. Parce que mettre en place du télétravail, nous on accompagne des clients historiquement depuis des années qui étaient à 0 jour de télétravail. Ils ont mis 1 jour. Aujourd'hui, la moyenne de marché est à 2 jours et demi. Donc ce qui fait que si aujourd'hui on dit l'entreprise a l'impression d'être dans le marché parce qu'elle propose du télétravail, il faut arriver à la quantifier. Et c'est ça qui est important. Maintenant, heureusement, les entreprises font de belles choses pour justement arriver à proposer autre chose qu'un salaire et un poste. Cécile, oui. Et pour le coup, effectivement, là, si je rebondis sur le télétravail, développer le télétravail et que ça soit vécu par le collaborateur la journée autorisée comme finalement un méga contrôle, et l'impression que tu as vraiment de la chance, tu fais du télétravail, mais par contre, enfin voilà, tu rapportes, enfin tu reportes, etc. Ça veut dire qu'en fait derrière il y a une vraie réflexion managériale à avoir, de culture, d'ADN de l'entreprise. C'est pour ça que ça va, voilà, de confiance. Mais la confiance, ça se décrète pas, ça se vit. Et on est sur finalement quelle doit être la culture d'entreprise, l'ADN managérial de l'entreprise. Et c'est là que nous on voit des demandes de plus en plus, enfin des croissantes d'entreprises qui veulent travailler sur finalement quelle doit être c'est ça, l'ADN de notre entreprise. Et donc, comment ça va se décliner en actions concrètes et comment on va en parler et comment on va l'accompagner. Et c'est là que ça peut être du bullshit, en fait. C'est-à-dire de dire, il y a du télétravail, mais quand on va interroger les personnes en télétravail, elles diront, oui, mais si je suis pas connectée, si je me déconnecte 20 secondes, j'ai une alerte le lendemain par mon manager qui me dit, tu t'es déconnecté 20 secondes. Enfin, j'exagère à peine. Hein. Voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on met autour, en fait, qui va être il y a l'action et puis il y a tout ce qui est autour. Et qui est du ressenti, qui va être du ressenti. Ouais. Et voilà, la sincérité, le vrai bien-être, qui se dit, OK, en fait, c'est pas fait juste pour me garder, c'est pas fait pour m'exploiter, entre guillemets, c'est fait pour... parce que c'est l'ADN de la boîte.
Et je pense que ça fait une bonne transition sur... Mais oui, alors juste avant de laisser la parole à Adrien, parce que effectivement c'est un peu un ovni, mais moi quand j'ai fait mes interviews pour préparer cette table ronde et le rapport de l'ORCN, on m'a souvent répondu, il faut prendre soin. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit soigner l'expérience collaborateur, prendre soin, où on me dit être dans le care. Et le care, le prendre soin, normalement, c'est du vocabulaire du domaine du médico-social. J'avais pas trop entendu ça pour les salariés et les collaborateurs. Et c'est quelque chose qui arrive. Donc on se rend compte quand même qu'il y a une prise de conscience sur, effectivement, accompagner, soigner, choyer les salariés. Et donc, maintenant, Chaudot, on va voir qu'eux, ils ont un espèce de modèle, c'est une entreprise libérée, ESN libérée. On peut dire ça. Voilà. Et donc, une façon de traiter ses collaborateurs, de les embarquer. Déjà, quand on parle d'expérience collaborateur, on voit qu'il y a eu pas mal de discussions finalement sur la dissonance finalement qu'il peut y avoir entre tout ce qui va être les discours qui vont être énoncés par les sociétés et ce qui va se passer vraiment à l'intérieur une fois qu'on les aura ça rejoints. Pardonne pas, on l'a vu. Voilà, effectivement. Donc, c'est un peu... Il y avait un poète, je ne sais plus qui c'était, mais qui disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je trouve que pour l'expérience collaborateur, c'est un peu pareil. En fait, on peut parler de beaucoup de choses, mais derrière, il y a ce qu'on va faire concrètement pour ces collaborateurs. Et donc, Chaudot, nous, on a décidé tout ça vraiment de le marquer noir sur blanc. Je parlais des contrats qui sont de plus en plus longs. Nous, c'est vrai qu'on a des contrats qui sont assez longs, mais pour nous, c'était très important que tous les engagements qu'on prenait au niveau de l'entreprise, vraiment tous les salariés, tous les membres de Chaudot aient conscience que c'est des choses auxquelles ils ont droit, auxquelles ils ont accès et qui font partie de leur package et des choses desquelles on leur est redevable. Ça fait partie de votre vision de la transparence. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la transparence, on va dire, c'est la valeur numéro 1 chez Chaudot. On est transparent sur l'ensemble des salaires qui sont reversés dans l'entreprise, de l'ensemble des membres, des mandataires sociaux, etc. Mais voilà, tu parlais notamment des salaires de Chaudot tout à l'heure, voilà, en me taquinant un petit peu. C'est vrai qu'on a la capacité aujourd'hui à Chaudot de donner des packages qui sont intéressants, mais cette répartition de la valeur qu'on fait aujourd'hui chez Chaudot, il faut savoir qu'il y a à peu près, on est organisé de telle manière qu'on arrive à redistribuer à peu près 85% de notre chiffre d'affaires aux salariés aux membres de Chaudot qui sont en mission. C'est pas forcément une fin en soi, c'est-à-dire que le salaire c'est une composante, mais disons que cette répartition de la valeur, aujourd'hui, ça nous permet de mettre plein d'autres choses en place qui sont très intéressantes. Ça nous donne vraiment des bouffées d'oxygène, des bouffées d'air pour pouvoir mettre en place d'autres choses qui viennent compléter tout ça. On parlait beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Nous, on a constaté aussi que c'était vraiment un des aspects qui était très important aujourd'hui, notamment pour les développeurs seniors qui sont les plus chassés, qui sont aujourd'hui... ça, vous n'avez pas de difficulté pour embaucher des profils expérimentés, des fonctions les plus recherchées. Aujourd'hui, alors, on n'a pas pour objectif d'être une société de 500 ou 1000 personnes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive à progresser, on va dire, petit à petit. Mais voilà, Chaudot, ça a été monté à 3 ans à Paris. On n'a pas fait de recrutement, c'est vraiment fait sur de la cooptation. Il n'y a pas eu de campagne de chasse, etc. Simplement sur la base du modèle économique et social qui est proposé. On n'a pas eu besoin de faire appel à du chômage partiel pendant la pandémie de Covid, parce que justement, on a pu recruter des personnes qui étaient relativement bankable, entre guillemets, qu'on n'aurait pas forcément réussi à recruter sur des modèles un petit peu plus classiques. Et tout à l'heure, je parlais de freelance. Finalement, beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, étaient sur le point de passer freelance parce qu'ils ne se retrouvaient plus forcément dans les modèles salariaux un petit peu plus classiques, sur notamment les aspects salariaux et sur les aspects de liberté. Donc aujourd'hui, chez Chaudot, ce qu'on inscrit vraiment dans la base, c'est que de toute façon, par rapport au congé, aujourd'hui, la convention Syntec, elle est scalée. Mais c'est vrai qu'on propose à tous nos salariés d'emblée d'avoir 1 à 2 semaines de congé supplémentaires dès la première année. Tous les salariés aussi, dans une démarche un petit peu d'autonomie. Oui, excuse-moi. J'ai le bras qui tombe un peu. Merci. Ils disposent tous d'une enveloppe de 5 000 € de formation qu'ils utilisent vraiment de la manière qu'ils souhaitent finalement. Ils peuvent aller prendre des formations extérieures, ils peuvent se déstaffer, etc. Ils peuvent payer des billets pour une conf sans forcément qu'il y ait de contrôle derrière de la part de Chaudot. C'est vraiment la confiance. On parlait de la confiance tout à l'heure, elle est aussi là. Oui, voilà. Finalement, pour nous, c'est des irritants
dans l'entreprise, en tout cas pour la taille de notre entreprise, où ça engendre des coûts supplémentaires finalement de vouloir vérifier quelle formation la personne veut faire, vraiment pourquoi elle veut faire ça. On essaie vraiment de donner de l'autonomie au maximum aux membres de Shodo, et c'est des choses qui plaisent plutôt aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas forcément uniquement une recherche de salaire, mais il y a une recherche de ok, c'est quoi la responsabilité sociale en gros de mon entreprise, comment sont répartis les revenus de l'entreprise, je connais mon TJM, bon bah c'est bien, je sais concrètement derrière. TJM pour ceux qui TJM, oui, le tarif sur lequel je suis pratiquant en mission. Derrière, comment cet argent est réparti, comment il est réinvesti dans l'entreprise. Ça, dans les modèles un petit peu classiques de SN, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées, on va dire, de manière traditionnelle. Et c'est sur ce genre de choses-là, justement, qu'on a essayé d'avancer. L'ensemble tous les premiers salariés de Shodo, en tout cas, seront associés aussi au capital de l'entreprise. Donc voilà. 19%, c'est ça Oui, tout à fait. Et l'objectif aussi derrière, c'est pas de devenir une très grosse entreprise ou une multinationale. Donc effectivement, c'est probablement des problématiques ou des actions qui ne sont pas mettables en place, je pense, dans toutes les sociétés. Ce serait intéressant d'avoir le... Mais disons que à notre niveau, c'est des actions qui nous ont permis de recruter des profils de haut niveau, qui nous ont dit très clairement que sans ce modèle-là, ils ne seraient pas retournés dans le service ou dans une ESN. C'était des clients, des personnes qui étaient chez des clients finaux. Qui nous permettent de construire une communauté assez saine et avec des gens qui comprennent bien vraiment l'ensemble des tenants et des aboutissants des objectifs de l'entreprise et pourquoi aujourd'hui ils en sont là et comment vraiment concrètement la valeur est répartie dans l'entreprise. Comment vous réagissez quand vous entendez ce discours, vous, sur une ESN comme ça un peu Alors, on n'est pas non plus sur un grand écart. Hein. Attention, on a peut-être, je ne sais pas si c'est du retard ou si on a des limitations côté grandes ESN, mais déjà parce qu'on se côtoie au quotidien et puis on lève la tête, on regarde ce qui se fait à côté. Si je prends CGI parmi les ESN, nous on a un triptyque, c'est les actionnaires, le client et puis le collaborateur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le barycentre, on l'a quand même de plus en plus mis sur le membre. Après, il y a quand même le barycentre actionnaire sur lequel on ne peut pas lutter. Donc, quand on disait qu'on reverse plus, en tout cas au collectif et notamment aux collaborateurs, nous, on a quand même déjà des limitations. À un moment donné, la société doit faire sa rentabilité pour pouvoir finalement reverser les dividendes. Maintenant, on a pris des bonnes pratiques. Avec les moyens qu'on se donne en termes de marque employeur, que ce soit sur le télétravail ou pour le coup, je pense que les ESN avaient du retard parce qu'on était aussi entre les demandes des employés et puis les clients. Parce que les ESN délivrent quand même des services pour les clients. Et puis quand on est dans l'agroalimentaire, c'est peut-être plus compliqué. Dans certains secteurs, c'est peut-être plus compliqué aussi. Les confinements ont aidé à montrer qu'on pouvait télétravailler. Mais aujourd'hui, si je prends notre exemple, on est monté à un accord télétravail depuis maintenant presque un an, entre 0 et 3 jours de télétravail. Ouais. Donc on est quand même loin du 1 jour qu'on citait tout à l'heure. Maintenant, il faut en effet pouvoir, quand on parlait de chaîne de valeur tout à l'heure, c'est la même chose. Il faut aussi que la personne puisse être en mission, en télétravail pour le client. Ça, c'est le premier point. Sur la partie marque employeur, moi, je rajouterais une chose, c'est que finalement, et je pense que les ESN réagissent là-dessus, c'est que le meilleur ambassadeur de la marque employeur, c'est l'employé. Et ça, c'est important aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de cooptation. On parle aujourd'hui d'entretiens de recrutement qui sont quasiment pilotés par les opérationnels. La chasse est faite par les employés et plus uniquement par la cellule de recrutement. C'est important que ce soit l'employé qui soit pour éviter l'effet bullshit que tu citais tout à l'heure, c'est que ce soit l'employé qui soit finalement le garant. Hélène veut parler d'abord. Il y a Hélène qui voulait intervenir. Non ? Alors j'ai juste une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc pour Adrien, donc il y a Charline de Lookup qui demande est-ce qu'il y a un argument pour pour retenir les personnes qui veulent partir en freelance Oui, tout à fait. Alors ça s'articule beaucoup autour du partage de la valeur. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, Shodo, on fonctionne avec des marges ouvertes et transparentes. C'est-à-dire que côté client comme côté membre de Shodo, tout le monde sait exactement vraiment la marge dont on va avoir besoin pour se développer à l'année. Aujourd'hui, pour un membre de Shodo à Nantes, c'est entre 20 et 24 000 euros. Voilà. Toute la marge qui va être générée au-delà de ce seuil, on va la reverser intégralement à nos collaborateurs et sous différentes formes. On va les reverser de base, c'est un tiers sous une forme de prime, tout simplement, de fin d'année.
sous forme de congés supplémentaires encore, en plus de ceux qu'on octroie d'emblée, et sous forme de ce qu'on appelle nous des jours de communauté. Donc ce sont des jours qui peuvent être utilisés vraiment pour aller faire de la veille, pour se rendre sur des conférences, pour se déstaffer, des jours qui sont travaillés mais qui ne sont pas facturés. Et du coup, vous avez la possibilité aussi d'avoir la main sur la répartition concernant cette marge excédentaire, de dire non, moi cette année par exemple j'ai un projet immobilier, j'ai besoin d'aller plus facturer chez le client, donc je vais travailler plus de jours. Là non, j'ai eu un enfant, j'ai besoin d'avoir plus de temps avec ma famille, etc. Je vais plutôt prendre des congés supplémentaires. C'est pareil, de toute façon sur les congés supplémentaires que nous on offre d'emblée dans le contrat, tous nos salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'aller les travailler et d'avoir simplement leurs 25 jours plus 10 jours de RTT. Et s'ils vont travailler ces jours-là, on leur reverse intégralement la facturation, en enlevant les charges sociales évidemment, parce qu'on ne peut pas non plus perdre de l'argent sur ces jours-là. Mais en revanche, on reverse l'ensemble du CA qui est réalisé sur ces jours-là. Donc c'est en ce sens-là, justement, qu'on essaie d'offrir une alternative crédible au monde du freelancing. Très bien, merci Adrien. Et n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Et Hélène, vous vouliez réagir? Et puis Nicolas aussi, c'est ça? D'accord. Ouais, rapidement, vous êtes combien chez vous? Ah ben non, il faut qu'il y ait faut qu'on ait des micros là, excusez-nous. Pardon. Vous êtes 45 aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 45 à Paris. D'accord. On est 10 dans la filiale nantaise. Ouais. Notre objectif, donc, c'est de recruter vraiment petit à petit. On n'a pas de gros objectifs de 55 à ce jour de croissance. On est, oui, c'est ça, 55 à peu près sur les deux. Et du coup, vous êtes combien? Non, mais nous, à Rennes, on est 350. 350 sur Rennes. Ouais. Pour le coup, je pensais être au milieu, mais non. Alors là, pour le coup, je prends la casquette MV Group. Je ne vais pas m'exprimer longuement parce que voilà, 301, c'est une des filiales d'MV Group, mais on est 350 aujourd'hui, sans doute 450 avant la fin de l'année. Et voilà, on voit qu'aujourd'hui, on permet d'accéder à un bâtiment qui est juste dingue et que effectivement, on est dans cette même dynamique de marque employeur qui est très très forte, avec ce qu'on appelle le Dream Danemark, avec la possibilité pour les employeurs d'avoir de la flexibilité horaire, la flexibilité sur le télétravail. On n'est pas dans la marque employeur, on est bien dans l'expérience collaborateur. Dans l'expérience collaborateur, voilà. Mais avec une marque employeur qui est très très forte et qui est portée par un homme voilà, à qui ça tient très à cœur. Olivier Merrill, il veut prendre soin de ses salariés pour pérenniser effectivement les collaborateurs dans l'entreprise. Donc on a une flexibilité horaire, une flexibilité dans le télétravail de 1 à 3 jours, une flexibilité dans le fait de pouvoir se faire racheter ses congés si on n'en veut pas autant, le fait de pouvoir venir en pédagogie à 301 sur son temps de travail parce qu'effectivement des salariés sont les plus à même de former des collaborateurs qui demain seront performants. Donc je pense qu'effectivement, même sur des grosses structures, et je pense qu'ici on est très très en avance sur le sujet, on peut le faire voilà, avec alors c'est très, très chronophage et ça demande beaucoup d'organisation. Il faut une directrice du capital humain. Chez nous, on n'a pas de DRH, mais voilà, on développe le capital parce que la ressource s'épuise, mais le capital se développe. Donc Lina Poiseau qui aujourd'hui met en place cette démarche qui est hyper active et qui est tout à fait accessible. D'accord. Yvonique, tu voulais réagir ou pas, non, par rapport à tout ce que tu entends là Non, moi j'adore ce système qui est proposé par Shodo. Après, c'est vrai que j'ai toujours un peu plus de mal à projeter un modèle qui fonctionne bien avec quelques collaborateurs. C'est-à-dire quand on a moins de 50, on est vraiment dans des structures de taille très très restreinte. Autour de la table, on a quand même des entreprises qui sont de taille beaucoup plus conséquente et c'est vrai que le delta qui existe entre ce qui peut être pratiqué chez Shodo versus chez CGI, pas facile à dire comme ça, c'est forcément, on ne peut pas avoir le même, je dirais, le même discours et le même positionnement. Maintenant, ce qui est vraiment, vraiment important, encore une fois, c'est garder en tête qu'aujourd'hui, sans ça, sans ce côté marque employeur, sans ce côté expérience collaborateur, une fois qu'on a développé la marque employeur, c'est inévitable pour pouvoir survivre et pour pouvoir développer son activité. Si on n'a pas été suffisamment, je dirais, impactant sur ces aspects-là, on voit le marché qui évolue et on voit les collaborateurs partir, voire accepter d'autres environnements que le sien. Adrien, vous vouliez Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur les mêmes volumétries et je l'ai dit plusieurs fois, volontairement, Shodo, voilà, de toute façon, on n'a pas vocation à devenir une société. Vraiment, on va être très nombreux. On se développe aujourd'hui par filiale.
pour pouvoir garder vraiment des communautés autonomes, agiles, justement, où tout le monde se connaît et où on peut avoir un grand degré de responsabilité de chacun sans forcément avoir un grand niveau de contrôle. Donc c'est sûr que c'est pas forcément les mêmes enjeux et c'est pas forcément reproductible à toutes les échelles. Et nous, volontairement, on ne souhaite pas grossir sur chaque filiale. Il y a presque quelque chose de militant là-dedans. Enfin, j'avais regardé l'interview là, de Jonathan Salmona, votre, donc le fondateur de Chaudot à Paris, qui parlait même de frugalité, lui, de croissance. Oui, voilà. En fait, à un moment donné, c'est se poser la question pourquoi on veut faire de la croissance. Effectivement, nous, on n'a pas d'actionnaire derrière. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un environnement où chacun se sent valorisé justement à son juste niveau, où tout le monde vit bien. Et derrière, oui, il y a un petit peu de rentabilité en fin d'année. Évidemment, on est une entreprise. Il faut que l'entreprise puisse être pérennisée et qu'on puisse faire continuer d'exister ce modèle. Mais aujourd'hui, avec le résultat qui a été fait en 2021, par exemple, à Paris, ils ont décidé de réinvestir sur 5 jours de supplémentaires sur l'ensemble des salariés à l'année. Donc ça veut dire qu'on peut aussi prendre des actions et faire le choix de dire non, tous ces aspects financiers finalement c'est bien, mais c'est pas l'objectif en fait principal de la boîte. Bon, j'espère que toutes ces ouvertures d'esprit auront chamboulé un petit peu tous ceux qui écoutent ou qui sont présents. Là, je ne sais pas s'il y a des questions là sur ces modèles. Si, Jean-Marie dans la salle, non? À ce moment-là. Oui. Donc, oui, si on m'entend, oui. Donc une question qui porte plus sur les locaux, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup d'adaptations. Est-ce que vous avez des attentes des collaborateurs et des candidats sur ce sujet? Donc à tous les invités qui souhaitent s'exprimer. Mais il marche, personne ne le veut. Oui. Oui, on a des attentes alors qui peuvent être paradoxales parce que comme il y a plus de travail, il y a moins de personnes dans les locaux. Mais on parlait de croissance, de recrutement tout à l'heure. Donc déjà, il y a beaucoup de réflexions là sur les services immobiliers pour savoir si on doit ou pas investir dans d'aussi beaux locaux que ceux de 300. Mais il y a aussi l'équipement. Parce qu'aujourd'hui, on parlait collaboratif, je crois, dans les attentes aussi. Il y a quand même de plus en plus de visio, tout en n'étant pas forcément en proximité ou à la maison de nos clients. Et donc, ça génère aussi beaucoup plus d'interactivité et à distance et sur l'espace de travail. Donc là où on était beaucoup en open space, pas idéaux en termes d'isolation phonique. Donc il y a des réorganisations qui sont faites, donner aussi des espaces de travail pour retrouver de la proximité, avec des petits salons à 2, à 3 pour créer Donc aujourd'hui, il y a énormément de réflexions. Je pense que ça fait partie aussi de l'expérience collaborateur qui est mise en avant. Donc pour l'instant, c'est pas encore signé, donc je ne parlerai pas pour CGRL. Mais nous, on réfléchit sur les futurs locaux, justement, à être hyper exigeants pour faire en sorte que le lieu de travail soit approprié, là aussi, par les employés, que ce soit en termes de décoration, en termes, tu parlais de filiales, ça c'est quelque chose qu'on travaille aujourd'hui énormément sur le fait que chacun, avec sa spécificité ou son secteur métier, s'approprie finalement son environnement de travail. Oui, c'est une vraie question sur la partie locaux. Alors, historiquement, Aiguillon a des locaux plutôt anciens, donc on se retrouve pas à faire des open space. Et puis la pandémie est arrivée et finalement, on s'est dit, bureau individuel, c'est quand même pas si mal que ça. Sans dévoiler de secret, Aiguillon Construction souhaite reconstruire au même endroit des nouveaux locaux d'ici quelques années. Et il y a une vraie question finalement sur quel va être l'environnement du collaborateur demain au siège social, mais par extension, comme tu pouvais le dire, aussi dans son expérience de collaborateur chez lui. Il y a un niveau d'exigence aujourd'hui, notamment en termes d'équipement. Le collaborateur, qui soit chez lui ou qui soit au travail, il va avoir la même expérience. Donc on est amené, en tant que DSI, à fournir des moyens complémentaires auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent avoir un prolongement de sa vie professionnelle dans son cadre personnel, et aussi beaucoup sur la partie collaborative. Je pense que on peut pas dissocier ces notions de télétravail, de notions de collaboration, pour que on puisse interagir avec ses collaborateurs, avec les métiers, et que finalement la localisation physique de la personne passe un peu au second plan. Avoir des environnements de discussion, se dire bonjour le matin sur un outil collaboratif, qu'on soit dans le bureau d'à côté ou qu'on soit chez soi. Et tout ça, c'est aussi des rites qui sont amenés dans la partie extension de locaux, si je puis dire, et c'est des choses qu'on pratique, qu'on met en place.
Et alors chez Chaudot, les locaux, vous votez pour savoir si on agrandit ou pas? En tout cas, c'est des décisions qu'on prend ensemble. Ouais. Chaudot, à Paris, je crois qu'ils ont mis 2 ans avant de sortir d'un coworking pour voilà, prendre des petits locaux sur Ouais. Paris. À Nantes, vous êtes encore working aussi, hein. Oui, ça, on est à la cantine numérique à Nantes. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est que tant qu'on peut travailler dans ces locaux qui s'y prêtent, voilà, on va continuer à le faire. On a à disposition des salles de réunion quand on a besoin de se réunir, etc. Cette Après, flexibilité-là qui vous chez plaît, Chaudot, hein. voilà, on a une ESN, on a quand même la plupart de nos membres qui sont en intervention chez les Mm. clients ou alors qui travaillent en remote chez eux. Donc voilà, on n'a pas honnêtement besoin d'avoir énormément d'espace. Mais c'est vrai qu'un espace de coworking comme la cantine numérique, ça permet d'avoir des salles de réunion quand on va se réunir, d'avoir également pour les meet-up un amphi, etc. Donc c'est plutôt idéal. Et puis oui, le jour où on décidera de changer pour aller s'installer peut-être autre part à Nantes parce qu'on sera assez nombreux, c'est des décisions qu'on prendra en concertation avec Collectivement, l'ensemble ouais. l'ensemble des salariés. Sur la gouvernance, on est beaucoup dans la concertation. On a Florence. déjà eu l'occasion de le faire plusieurs fois. J'ai une question dans le public. D'accord, allons-y. Bonjour, Anthony Godin. Je voulais poser la question parce que l'on parle de nouveaux locaux. Le Covid a bousculé pas mal de choses par rapport au télétravail. On parle aussi beaucoup de, c'est assez conceptuel parfois, la QVT, la qualité de vie au travail. Je voulais poser une question à tout le monde en fait. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer une QVT chez soi, au travail, puisque finalement le télétravail se passe en partie, s'est passé beaucoup pendant le Covid à la maison. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner vos collaborateurs dans leur travail chez eux en télétravail? Peut-être si je peux intervenir. Chez Chaudot, c'était même avant la pandémie, mais on va dire on a pris le parti de donner que tous les membres de Chaudot aient accès à la carte bleue d'entreprise, sur laquelle voilà, nous on n'a pas de contrôle. Agrandissement de la maison, ouh. Voilà, non, tout à fait. En fait, tous les collaborateurs, ils ont un plafond de 1 000 € par mois. Donc le but, c'est pas de le dépenser, c'est on se fait en confiance. En fait, on se dit que mettre des règles pour 1% des gens qui, à un moment donné, vont vouloir utiliser la carte bleue de l'entreprise pour se commander un sushi shop, enfin, on s'en fout, quoi. Vraiment, c'est pas ce qui est important. L'idée, c'est plutôt de pouvoir offrir un cadre de travail qui va correspondre à l'ensemble des collaborateurs et partir du principe qu'on peut leur faire confiance. Et c'est le cas. En 3 ans, on n'a jamais personne qui a utilisé la carte bleue de l'entreprise pour faire une dinguerie, quoi. Donc aujourd'hui, on leur laisse cette autonomie-là et l'ensemble vraiment des dépenses qu'ils ont besoin de faire, qui sont liées à leur qualité de travail, à leur poste de travail chez eux, ils ont la liberté de le faire. S'ils ont besoin de s'acheter une chaise de bureau, de se la faire livrer chez eux, d'acheter un bureau, d'acheter, d'acheter des masques pour aller chez leurs clients, voilà, ça c'est des choses qui sont comprises et que Chaudot prend en charge. Ils ont simplement à utiliser leur carte bleue. C'est Conto, la banque avec laquelle on parle, ce qui est une très bonne banque. Voilà, non, pas de promo. Voilà, qui permet à tout le monde d'avoir cette autonomie-là et d'avoir à chacun un poste de travail qui correspond vraiment à ses besoins. Voilà. Michael? Même chose, c'est pas la carte bleue de Chaudot qu'on a, mais on a la même notion d'enveloppe qui est à la discrétion de l'employé, du salarié, mais aussi du manager quand même de vérifier, pas le montant, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter du matériel pour l'enfant, ou enfin bref, que ça reste quand même pour le bien-être du poste de travail. Je rajouterais quand même, on en a un peu parlé, mais que la mission première de l'employeur, c'est quand même la sécurité. Peut-être moins le CAR, mais la sécurité de l'employeur. Donc il y a aussi toute la partie suivi psychologique qui est proposée en tout anonymat, mais et on l'avait surtout utilisé fortement pendant la pandémie en 2020. Donc là, plutôt des structures centrales avec des cellules de psy, des cellules d'écoute. Les managers ont été beaucoup formés aussi à piloter, à gérer les ressources humaines et la gestion de carrière à distance. Donc tout ce qui est aussi sur la partie plus psychologique que la partie physique, avec cette enveloppe qui est commune dans le monde des ESN, c'est pas propre à un CJ. J'ai encore d'autres parties. Il y a une autre question aussi. Oui, on a Corentin de Saint-Plon, donc assez court, mais vas-y Corentin. Ça me va. Une réflexion parce que en fait c'est hyper intéressant tout ce que vous dites, mais j'entends beaucoup de courses en fait à aller chercher les experts, les meilleurs en fait, de faire de la marque employeur pour aller chercher les meilleurs et tout ça. Moi je représente un organisme de formation numérique et inclusif qui justement va pas chercher les meilleurs, mais va chercher le plus grand nombre pour leur donner accès au métier du numérique. Et moi ma question on parle en fait d'actions que vous mettez en place qui coûtent cher, parce que même si c'est des actions qui sont
finalement sociale, etc., un peu entreprise libérée, ça vous coûte quand même de l'argent pour avoir les meilleurs et garder les meilleurs. Moi, ma réflexion serait plutôt d'inverser la vapeur. Est-ce que vous n'y avez pas pensé? Mais je pense que oui. Pour aller chercher justement des personnes qui ne sont pas les meilleurs, pas les génies, mais des personnes qui veulent tout simplement aller vers travailler dans les métiers du numérique, qui eux n'ont pas ce même niveau d'exigence en fait finalement, et qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont beaucoup plus faciles à retenir. Donc voilà, c'est une réflexion. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça. En plus, mais c'est bien, ça fera la transition vers la formation, puisqu'on va en parler un tout petit peu aussi. Mais est-ce que quelqu'un veut réagir ou... Sur le sujet éventuellement. En fait, c'est un très bon point. C'est un sujet sur lequel tu as tout à fait raison. Nous, on constate effectivement que chez Shodo, au bout d'un moment, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver dans un certain entre-soi. On a une image vis-à-vis des clients qui est très orientée, voilà, qualité de code, craft. Et c'est ça justement l'expertise qu'on est censé apporter chez un client quand on va commencer à travailler avec lui. Donc on a besoin d'avoir des personnes qui sont tout à fait formées. Voilà, pour pouvoir représenter cette expertise-là chez les clients. Aujourd'hui, on a recruté les 10 premières personnes chez Shodo Nantes et on est en train, le prochain recrutement qu'on fait, justement, c'est une personne qui est un petit peu éloignée du monde du travail, qui n'a pas eu l'occasion de travailler pendant 1 an, qui est une développeuse, etc., qu'on a testé, qui a du potentiel, mais qui n'a pas eu les bonnes missions, qui a travaillé sur des mauvaises technos, chez des mauvais clients, etc. Et voilà, on considère aujourd'hui que ça fait partie de notre mission aussi, d'aller chercher ces personnes-là qui ont du potentiel mais qui n'ont pas eu forcément les bonnes chances pour pouvoir l'exploiter pleinement. Voilà. Donc aujourd'hui, à notre échelle, ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire une personne à la fois. Et puis une fois que cette personne-là sera lancée, qu'elle sera chez un client et qu'elle sera un petit peu sur les rails, voilà, on pourra peut-être accompagner une autre personne. Mais on ne pouvait pas forcément le faire avant parce que tu as aussi cette problématique de, en fait, pour que cette personne-là, tu la fasses progresser correctement, il faut qu'elle soit entourée de personnes qui sont très compétentes. Et puis, de qui on va pouvoir libérer du temps aussi. Et dans les premiers mois de l'entreprise, c'est un petit peu compliqué. Et là, justement, on arrive dans cette phase-là. Donc, je suis sûr qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire encore beaucoup plus. Disons que c'est les premières actions qu'on essaie de mettre en place, en tout cas. Des réponses rapides, et puis après, on enchaîne un petit peu. Il y aura après, si on a le temps, on poursuivra le temps de questions-réponses, et puis après, il y a le temps autour du cocktail. Je rebondis sur le fait de garder les meilleurs. Pour le coup, à Baca, moi je suis employeur également. Et la réflexion que j'ai menée, c'était pas de dire je veux garder les meilleurs ou je veux recruter les meilleurs, c'est je veux embaucher des personnes qui ont envie de bosser chez Abaca, qui ont envie de s'aligner avec nos valeurs et qui ont envie de prendre plaisir et d'être fiers du travail qu'ils ont délivré en tant que salarié et en tant que personne. Donc en fait, à partir du moment où on part de là, on va pas partir des compétences, de la formation de base de la personne, c'est plutôt de son vécu, de qui elle est, et de voir si elle a envie d'aller dans l'aventure à Baca avec les valeurs qu'on a, l'ADN. Et après, derrière, nous, on s'occupe de la former, de l'accompagner pour qu'elle grandisse. Et ce qu'on valorise, c'est le plaisir qu'elle va prendre dans la difficulté, parce qu'on a des moments où c'est super dur, mais on est fiers quand on a réussi. Et de fait, effectivement, les personnes qui viennent de beaucoup plus loin, donc là, par exemple, moi, j'ai recruté une personne qui a 53 ans, qui est en reconversion, qui bossait en usine avant. Donc c'est un gros pari de sa part. C'est un gros pari de notre part aussi. Mais il a réussi sa première mission, il est super fier parce qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir basculer. On est dans une culture de l'écrit, chez Baca, on fait beaucoup d'écrits. Donc c'est vraiment un autre monde, et il est super fier de lui. Alors il n'est pas du tout au niveau des autres, il a encore de la marge de progression, mais ça, il a envie de continuer. Et effectivement, ce n'est pas ce qu'il va faire, c'est ce qu'on lui a offert. En fait, c'est se dire, ok, tu as ta chance, on t'aide, et tu vas, voilà, c'est droit à l'erreur, enfin, toutes ces notions-là finalement, où on peut accueillir n'importe quelle personne à partir du moment où elle a envie d'y aller et envie de crocher dedans, de se mettre en difficulté et d'avancer, et c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que de fait, on va mettre en place des conditions de travail, des arrangements, un peu de télétravail. Lui, en l'occurrence, il habite assez loin. Normalement, quand on est en stage ou en période d'essai, il n'y a pas de télétravail. Là, on lui a accordé parce que le carburant, ça coûte cher. Voilà, confiance, mais pour crocher dedans et participer à une aventure commune, je pense que ça rejoint aussi ce que fait Shodo. Mais c'est pour ça, voilà, il n'y a pas que dans le numérique. Et je reviens sur cette histoire de marque employeur et d'ADN de l'entreprise. Finalement, c'est tout ce qu'on met autour et qui ne sont pas des actions concrètes. C'est la philosophie qu'il y a derrière qui peut donner envie à tout le monde de rester ou d'avancer. Alors, Nicolas, puis après, on avance. Mais vous avez déjà répondu à beaucoup de choses de la section suivante sur la formation et aller chercher ces profils-là. Juste pour rebondir sur les propos de Cécile, j'ai eu la chance d'embaucher un tapissier qui réparait des fauteuils Louis XV et sur son savoir-être, avec une énorme empathie possible.
et aujourd'hui l'ingénieur en cybersécurité. Voilà, ça fait partie des exemples. Quand on parle de la formation, il y a effectivement, c'est Marie-Laure Collet qui est rennaise et qui n'est pas là aujourd'hui, que j'ai interviewée. Donc elle est présidente de l'APEC. Elle a utilisé une formulation que je trouve très bonne, qui est le juste à temps de la formation. Donc c'est avoir la formation, la bonne formation, la plus adaptée dans le bon tempo. Et c'est ça en fait, aller pêcher ces profils-là qui sortent d'un peu nulle part et les faire monter en compétences, les adapter. Donc ça c'est le rôle des écoles. On va en parler un tout petit peu avec l'école 301. Et Cécile, vous vouliez juste parler par rapport au fonds, au budget qui sont alloués et qui sont prévus pour 2022. Il y a beaucoup de formations qui ont été fléchées là par le FNE pour être financées. Effectivement, alors on a la chance au sein du Syntec d'être rattaché à l'OPCO Atlas, qui est très dynamique et qui propose donc des financements de formation plus ou moins longues sur la formation initiale, enfin de la reconversion. Et puis on va avoir également des formations qu'on peut mettre en place dans les entreprises pour accompagner des transformations. Et le juste à temps de la formation, c'est aussi pouvoir compter sur un OPCO, compter sur des financements donc, nationaux, type le FNE, hein, effectivement, où notre OPCO, alors la formation ça coûte cher hein, pour des entreprises de petite taille et même pour les plus grosses, pour le coup, qui n'ont même pas le droit à ces accompagnements OPCO, okay. Mais de pouvoir compter sur un OPCO qui va être agile et qui va prendre ses décisions rapidement pour pouvoir avancer et de fait travailler en partenariat avec les écoles. Et je passe la parole à Hélène. Sur la formation, vous en aviez parlé tout à l'heure, sur le fait de préparer les formations avec les futurs employeurs. Puis le modèle de 300. Au bon moment. Le modèle avec les formes. Ouais, alors oui, le modèle de 301 qui est très atypique et qui change de l'école traditionnelle. Je suis ravie que Corentin soit là puisque on travaille de concert ensemble et j'ai la chance de pouvoir, ou vous avez la chance, je sais pas, on a la chance de s'être rencontrés et de pouvoir loger une formation de Simplon, donc parce qu'on a des valeurs d'inclusion qui sont similaires. Le but, c'est de vraiment donner la chance à tout le monde. Aujourd'hui, la problématique de 301, c'est pas de développer des formations. On a l'ingénierie pour développer des formations sur mesure. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et j'en parlais avec Cécile, c'est pouvoir développer des partenariats, notamment avec les universités, par exemple. Il faut qu'on arrive. Aujourd'hui, il y a un problème de décrochage scolaire majeur, notamment avec le Covid, avec des étudiants qui se sentent pas très bien de par le modèle universitaire, et on a besoin de créer des passerelles pour alimenter effectivement les candidatures. On a plus d'offres d'alternance, de stages et d'offres de formation que d'étudiants disponibles et d'apprenants disponibles. Donc il faut créer un flux de candidatures pour pouvoir flécher et orienter au mieux les candidats en fonction d'un projet professionnel développé avec l'entreprise et le candidat. Je pense qu'aujourd'hui, l'université, elle offre un socle de connaissances qui est indispensable, mais qu'elle amène pas forcément à la professionnalisation. Et nous, on est là avec Corentin, avec plein d'autres organismes de formation pour venir mettre une couche d'expertise très forte sur un bac+2, un bac+3, un bac+4, un bac+5 et de faire vraiment de l'onboarding professionnel pour intégrer dans les entreprises qui recrutent et qui aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont en tension. Il suffit pas de grand-chose, mais il manque souvent cette expertise technique que demandent les entreprises parce qu'elles veulent des gens qualifiés, autonomes et performants tout de suite. On peut le faire. Merci. Alors, je suis désolée, on a accéléré c'est un peu. Voilà, merci. C'est déjà un bon début de conclusion. Comme vous l'avez entendu et peut-être senti, c'est l'heure de manger. Voilà. Le bien-être des collaborateurs avant tout. Voilà. Merci à Mediaveil, à Olivier Méril de nous accueillir gracieusement. Humans. Pas MV Group, Humans, pardon, nous accueillir gracieusement dans ces super locaux. On a beaucoup parlé de qualité de vie au travail, chez les collaborateurs, dans les entreprises. Moi, j'ai envie de passer la parole à Yann Huomé, qui est vice-président au numérique à Rennes Métropole. Profiter de sa présence pour voir un petit peu la question de l'attractivité, de la qualité de vie sur le territoire, en lien avec le secteur du numérique, mais avec tous les secteurs. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous, je vais faire court, c'est l'heure du repas. Merci de me donner la parole, merci pour ces éléments de compréhension des dynamiques en place sur la question de l'emploi. On a parlé effectivement conditions de travail, on a parlé territoire, on peut se féliciter à Rennes Métropole, en Bretagne et Pays de la Loire qu'on a des territoires qui sont dynamiques, qui sont pourvoyeurs d'emploi, qui du coup évidemment pour des territoires comme les nôtres sont des vrais avantages, mais il y a aussi une forme, je ne sais plus quelle a dit tout à l'heure, de revers de médaille, c'est que
il y a effectivement de l'attention et il y a l'attention sur un certain nombre de sujets. Quand on parle de télétravail, ça pose la question des infrastructures du territoire pour que les télétravailleurs, les collaborateurs puissent avoir du haut débit dans leur maison. Ça parle aussi conditions de travail, d'avoir de la maîtrise foncière pour les entreprises pour pouvoir s'installer. On parle aussi évidemment d'articulation entre les filières universitaires, les politiques régionales, les métropoles autour de l'emploi et comment on articule ces politiques-là pour qu'on puisse vous accompagner le mieux possible. Et puis évidemment, on parle aussi conditions au sens culturel, vie sociale, vie familiale sur un territoire comme le nôtre, dans lequel les politiques publiques aussi interviennent. On a un métro juste à côté, on a des lieux pour pouvoir se restaurer. Bref, la question de l'emploi, elle revient aussi à l'aménagement du territoire, des politiques sociales et économiques qui y sont. Et je crois que les éléments qu'on a eu là nous questionnent, nous aussi, collectivités locales, sur quelles sont les perspectives sur lesquelles nous devons travailler. Est-ce que nous devons réfléchir à des nouvelles formes de lieux de travail avec des espaces de coworking on va dire extra-métropolitains. Il y a une coordination à l'échelle des EPCI limitrophes de la métropole sur ce sujet. Donc voilà, donc autant de questions qui sont chez vous au cœur de vos activités d'entreprise, mais aussi au cœur des réflexions des territoires et des collectivités locales. En tout cas, on va dire que le bilan, même si on voit qu'on a encore beaucoup de travail sur le sujet, est plutôt intéressant pour notre région et pour nos métropoles. Merci, puis bon apéro. J'espère que tu restes avec nous. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci à tous les gens qui sont en ligne. Il y a un klaxon qui défile, comme d'habitude. On a besoin d'avoir vos retours pour pouvoir s'améliorer sur une prochain événement. Merci Florence pour l'animation. Merci l'équipe de Spoon aussi à la régie vidéo. Et puis voilà, c'est l'heure de boire un coup. Donc, vous vous dirigez en bas et puis on est au fond à droite. Et je vous accueille avec un petit verre de vin ou du soft et des petites choses à manger pour bien terminer et échanger ensemble. Merci beaucoup.